On va enchaîner avec M. Pessanti pour le spondylo en pédiatrie. Donc je remercie la JCR de m'avoir demandé de participer à ce topo, enfin à cette journée. Donc ça va être un peu moins technique que les présentations précédentes, mais voilà, je vais vous parler un peu des particularités de la pédiatrie. Et donc vous allez voir que ça va être un peu redondant avec notamment ce qu'a présenté Baptiste, puisque je pense qu'on a à peu près les mêmes chiffres, notamment sur les Esquimaux. Donc juste quelques définitions pour commencer. Donc, ce qui est important de comprendre en pédiatrie, c'est qu'on a d'abord la spondylolyse qui survient. Donc la spondylolyse, c'est la lyse isthmique. C'est une solution de continuité au niveau de l'isthme vertébral et qui correspond effectivement à une fracture de fatigue et qui peut être unie ou bilatérale. Et puis dans l'histoire naturelle, on va avoir très souvent une bilatéralisation de cette spondylolyse qui va aboutir à un spondylolisthésis qui correspond donc là véritablement au glissement d'une vertèbre sur la vertèbre sous-jacente. Et puis à l'extrême, la spondyloptose. Donc chez l'enfant, c'est relativement peu fréquent, ça touche 5% des enfants en âge scolaire. C'est une pathologie qui est propre à la station érigée, il faut bien comprendre ça. Ça n'existe pas chez les espèces qui ne sont pas bipèdes permanentes, donc c'est-à-dire ça n'existe que chez les humains, et ça n'existe pas chez le nouveau-né. On n'a pas de forme congénitale de spondylolisthésis, donc c'est vraiment une conséquence de notre bipédie permanente. Et dans la très grande majorité des cas, ça touche L5 sur S1. Il y a plusieurs facteurs pour expliquer la survenue d'un spondylolisthésis ou d'une spondylolyse. Les facteurs biomécaniques sont très importants. Ça se retrouve dans le fait que la bipédie stable ou la bipédie mature, elle est acquise aux alentours de 5-6 ans. Et les premiers spondylolisthésis qu'on trouve chez les enfants, c'est à peu près à cet âge-là. Avec la bipédie stable, on va avoir une augmentation de la gîte du tronc vers l'avant qui va augmenter les contraintes en flexion-extension au niveau de la charnière lombo-sacrée. Et donc, l'isthme va agir comme un fusible à cet endroit. C'est-à-dire que si les contraintes sont trop importantes, c'est lui qui va rompre et qui va provoquer donc, la lyse isthmique et secondairement le spondylolisthésis. C'est aussi plus fréquent chez les patients qui ont une incidence pelvienne élevée, probablement par les mêmes mécanismes, avec une augmentation du cisaillement au niveau de la charnière lombo-sacrée. Il y a des facteurs génétiques, il existe des formes familiales de spondylolisthésis, il y a certaines ethnies dans lesquelles on a plus ou moins de spondylolisthésis, donc les Esquimaux, moi j'avais 60, pas 40%. Dans les ethnies noires, on a moins de spondylolisthésis, c'est plutôt 1 ou 2%. Donc vous voyez qu'il y a probablement une prédisposition génétique qui existe. Et puis les facteurs traumatiques avec des microtraumatismes répétés en hyperextension. Il y a des études qui ont démontré que chez les sportifs de haut niveau, dans certains sports, on avait une proportion de spondylolisthésis qui était beaucoup plus importante, et notamment sur les sportifs dans les sports qui provoquent des contraintes en hyperextension ou en compression axiale, donc le plongeon, la gym, la danse, l'haltérophilie, etc. Donc il y a plusieurs classifications chez l'enfant. En pratique, on s'en fout, on ne l'utilise quasiment jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de spondylolisthésis. Il y a les spondylolisthésis par lyse isthmique, qui représentent à peu près 95% des spondylolisthésis chez l'enfant. Et puis les spondylolisthésis dites dysplasiques, avec un arc postérieur qui est intact et qui représentent que 5%. Dans la population pédiatrique. La sévérité, je ne reviens pas dessus, elle est classée selon Meyerding. En pratique, grade 1, 2, 3, 4, c'est pareil, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est les peu déplacés, grade 1, 2, et les forts déplacements, grade 3, 4, puisque ça va vraiment avoir une importance sur le traitement que vous allez proposer à vos patients. Donc je vous le disais, deux formes à opposer, la forme peu déplacée et la forme très déplacée. Donc les formes, c'est vraiment une dichotomie qui est très importante à faire puisque c'est quasiment pas la même pathologie. Les formes peu déplacées, donc c'est des fractures de fatigue, souvent c'est des grands enfants, ça arrive plutôt chez les préados ou les ados. Ça commence par une spondylolyse unilatérale qui va secondairement se bilatéraliser et qui va évoluer soit vers la consolidation spontanée ou après traitement médical, soit vers la pérennisation de la lyse. Et cette lyse, donc cette pseudarthrose, elle va être symptomatique ou asymptomatique.
La spondylolyse unilatérale, alors c'est assez typique comme présentation. C'est souvent, enfin en tout cas quand on les voit en consultation, ça veut dire qu'ils sont symptomatiques. C'est des gamins qui viennent pour des douleurs de dos assez importantes. Vous leur faites des radios standards sur lesquelles vous ne voyez pas grand-chose. Si vous êtes un peu fin clinicien ou si vous avez de la chance, vous demandez des clichés de 3/4. Donc c'est le fameux signe du petit chien. Alors, où c'est ? Je suis pas loin. Hop, là. Le petit chien, donc ici, il n'a pas de collier, il n'y a pas de lyse isthmique. Ici, il a un collier, il y a une lyse isthmique. Donc c'est relativement simple. Après, si vous êtes un peu plus moderne, vous demandez un scanner, qui est le meilleur examen, qui permet de diagnostiquer la lyse. Donc l'évolution naturelle, je vous le disais, elle se fait soit vers la bilatéralisation et la stabilisation. Vous voyez que cet enfant, 5 ans plus tard, il a toujours sa lyse isthmique. Il y a pas le glissement ne s'est pas majoré ou presque pas. Et c'est un enfant qui va très bien. À l'inverse, on peut avoir une évolution naturelle vers la consolidation. Pareil, hein, avec traitement médical ou sans traitement médical. Encore une fois, des formes qui sont de très bons pronostics. À l'âge adulte, alors ça j'en parlerai très mal, mais c'est des patients qui sont réputés pour évoluer vers une dégénérescence discale plus ou moins symptomatique. Et voilà. Donc on ne les voit pas forcément. Donc la présentation clinique, il y en a 3. Soit vous avez un patient qui est asymptomatique, c'est le cas dans 80% des cas. Ça veut dire que la plupart des lyses isthmiques ou des spondylolisthésies de bas grade que vous allez voir, c'est des diagnostics fortuits. C'est-à-dire que vous allez faire des radios pour une autre raison et vous allez trouver une lyse isthmique. Dans ces cas-là, on est bien d'accord qu'il n'y a aucune indication chirurgicale. Si vous trouvez un spondylolisthésis de bas grade ou une lyse isthmique chez un enfant qui est asymptomatique ou qui se plaint d'autre chose, enfin en tout cas que vous n'êtes pas certain que c'est la lyse isthmique qui provoque les symptômes, vous ne faites rien. Vous pouvez revoir le patient à 6 mois ou 1 an pour être sûr qu'il n'y ait pas d'aggravation ou d'instabilité. Et puis s'il est stable, eh ben, vous ne le revoyez plus, vous lui dites de revenir si jamais il devient symptomatique. Et bien entendu, aucune contre-indication sportive, puisque un traumatisme aigu ne peut pas aggraver à lui seul un spondylolisthésis de bas grade. Donc on les voit souvent arriver à la consultation. Ça fait 6 mois que le médecin traitant les a dispensés de sport, puisque on a découvert par hasard un spondylolisthésis de bas grade. Voilà, vous pouvez les autoriser à faire du sport, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a les formes symptomatiques. Donc, c'est des gamins qui vont avoir des lombalgies et chez lesquels on va découvrir une lyse isthmique. Alors, la première chose à faire, c'est de confirmer que c'est bien la lyse isthmique qui est responsable des symptômes. Là, juste un petit exemple où vous avez une jeune fille qui avait consulté pour des lombalgies, des douleurs de la fesse, qui avait une spondylolyse isolée, qui avait été fusionnée en L5S1. Elle continuait à avoir mal. On lui retire le matériel, elle a toujours mal. Et en fait, elle a une chondrolyse avec une arthrose précoce de hanche. Donc, il faut bien faire attention avant de proposer un traitement pour une lyse isthmique ou pour un spondylolisthésis de bas grade, d'être sûr que c'est bien ça qui provoque les symptômes. Donc, pour confirmer ça, vous faites une IRM ou une scintigraphie et vous recherchez un hypersignal au niveau de la lyse isthmique. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez 2 options. Soit vous recherchez à tout prix la consolidation et vous allez le traiter comme une fracture de fatigue avec une immobilisation, soit par un plâtre en hémiculote, soit par un corset, avec un taux de succès qui est relativement variable. Soit vous attendez l'installation d'un nouvel équilibre asymptomatique, c'est-à-dire que vous allez faire un traitement fonctionnel, sans immobilisation, avec des antalgiques, de la kiné, rassurer les parents, et arrêter le sport si jamais il y a des symptômes douloureux et la reprise quand les symptômes douloureux ont disparu. L'évolution naturelle elle va se faire donc soit par la consolidation spontanée, soit par la pérennisation de la lyse. Ces 2 techniques donnent des bons résultats dans à peu près 80 à 90% des cas. Il n'y a pas de supériorité d'un traitement par rapport à l'autre. Moi, personnellement, j'ai plus tendance à faire des traitements fonctionnels puisqu'on n'a pas de supériorité à embêter les patients avec un corset ou un plâtre. Et l'évolution, elle peut se faire à long terme, donc elle peut se faire soit par la résolution des symptômes, soit par l'évolution vers la lombalgie chronique. Et si au bout d'1 an d'évolution des symptômes avec un traitement fonctionnel bien conduit, vous avez toujours des symptômes, enfin au moins 1 an, vous pouvez proposer un traitement chirurgical. Donc le traitement chirurgical, je ne vais pas m'étendre dessus puisque je pense que ce n'est pas tellement le sujet. Globalement, vous pouvez soit proposer une reconstruction isthmique, donc soit par ce type de matériel, soit avec une vis pédiculaire, un crochet sous la mer et une tige entre les deux.
avec des bons résultats dans à peu près 80% des cas qui sont décrits dans la littérature. On peut se poser la question d'une arthrodèse spontanée L5-S1 chez l'enfant quand on aborde l'arc postérieur à cet endroit-là. Quoi qu'il en soit, ça donne des bons résultats. Chez le petit, il y a une particularité, c'est qu'encore une fois, les enfants, ils fusionnent facilement. Donc il y a Wiltse, dont on a parlé tout à l'heure, qui a, en plus de décrire la voie d'abord, qui a décrit la greffe intertransversaire non instrumentée. Donc le principe, c'est de faire une voie paramédiane, d'aviver les transverses et d'aller greffer de l'os à cet endroit-là. Et vous voyez que c'est assez impressionnant, la radio au recul, la radio qui est là, où vous voyez des énormes coulées de fusion osseuse entre les transverses. Et ça marche très bien chez le petit, en particulier avant l'âge de 8-10 ans. Et puis sinon, vous pouvez faire une arthrodèse L5-S1 classique. La différence avec l'adulte, c'est que, encore une fois, chez ces patients-là, ils fusionnent bien, donc on n'a pas forcément besoin de faire une fusion circonférentielle. Souvent, la fusion postérieure unique suffit, avec de bons résultats à plus de 10 ans. Voilà. Donc en résumé, sur les formes peu ou pas symptomatiques, peu ou pas déplacées, donc vous regardez si elle est symptomatique. Donc si elle n'est pas symptomatique, pas de traitement, on n'améliore pas ce qui fonctionne déjà bien. Si il est symptomatique, vous avez deux options. Soit vous recherchez la consolidation, soit vous entamez un traitement fonctionnel. Si ça marche, c'est fini. Et si jamais ça ne marche pas au-delà d'un an, vous pouvez proposer un traitement chirurgical. Maintenant, les formes à grand déplacement. Donc c'est quasiment une autre pathologie. Ce n'est pas du tout la même chose. Les formes à grand déplacement, elles sont dans la très grande majorité des cas instables. Et ce qui va faire le pronostic, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la syphose lombosacrée. Vous voyez ce patient qui, à 4 ans, avait un spondylolisthésis avec une toute petite syphose lombosacrée, à peine inférieure à 90 degrés. Et vous voyez qu'à 11 ans, il a glissé, qu'il a son sacrum qui est devenu vertical, la version pelvienne a augmenté. Et il a un alignement sagittal qui est décompensé. Et lui, il va probablement nécessiter de la chirurgie. Donc cliniquement, il se présente comme ça, avec très souvent une rétroversion pelvienne qui est maximale, avec une flexion des hanches, une extension des hanches du coup, mais une flexion des genoux, une flexion des chevilles. Pourquoi ? C'est la même cascade de compensation que dans les pathologies dégénératives de l'adulte. Vous avez une chute vers l'avant du rachis. Donc pour la compenser, pour lutter contre cette chute, vous allez rétroverser le pelvis. Et puis une fois que vos cols vont arriver embutés sur les cotyles, pour augmenter encore la rétroversion pelvienne, vous fléchissez les genoux. Et puis après, vous finissez par être décompensé. Donc c'est pour ça que ces patients, ils se présentent comme ça, qu'ils ont des contractures des ischio-jambiers. On va avoir au-dessus de la lysismique une hyperlordose compensatrice, encore une fois, qui va compenser la syphose lombosacrée. Et sur la face, alors il n'y a pas de corrélation entre le glissement de profil et la déformation de face, mais on peut imaginer que si le glissement est asymétrique, on va avoir une rotation vertébrale. Et c'est ça qui va entraîner les fameuses scolioses holisthésiques. Donc les radios, il faut qu'elles soient faites debout, bien entendu, en totalité. Il faut voir tout le rachis. Et face plus profil pour pouvoir détecter justement une décompensation de l'alignement donc sagittal et coronal. Et donc sur ces radios, c'est très important de regarder les phénomènes de compensation qui surviennent au niveau pelvien, mais aussi au-dessus du spondylolisthésis. Là, on le voit très bien sur ce malade-là, qui a une lordose qui remonte quasiment jusqu'en médio-thoracique et qui efface sa syphose thoracique. Tout ça dans le même esprit, d'essayer de garder la tête au-dessus du bassin. Et avec une rétroversion pelvienne qui est majeure. Il faut bien entendu faire un examen neurologique soigneux, puisque dans les formes à haut grade, c'est quand même assez fréquent qu'ils aient des symptômes neurologiques associés. Alors soit on a une forme par lysismique, et dans ce cas-là, ça sera très souvent des symptômes sur les racines de L5 par compression foraminale, puisque comme la vertèbre va glisser, vous allez avoir un rétrécissement géométrique du foramen, et la racine va être pincée entre le pédicule de L5 et le disque L5-S1. Et dans les formes à isthme intact, donc dans les formes dysplasiques, qui sont encore une fois pas très fréquentes, on aura cette fois-là plutôt un syndrome de la queue de cheval qui sera dû en fait à une avancée aussi des éléments postérieurs et qui vont rétrécir le diamètre du canal.
Donc ce qui est important de mesurer, et ça les orateurs précédents l'ont bien dit, c'est la syphose lombosacrée. Vous la mesurez comme vous voulez. En France, on a plutôt tendance à la mesurer comme sur l'image de gauche avec le plateau supérieur de L5. Dans les pays anglo-saxons, ils mesurent avec le bord postérieur de L5. On s'en fout, c'est la même mesure. Ce qui compte, c'est de voir s'il y a une déformation à cet endroit-là. Dans les populations normatives, enfin chez un sujet sain, hein, normalement, ça doit être en lordose à cet endroit-là, d'à peu près 25-30 degrés. Et voilà, quand on a une déformation en syphose, ben finalement, c'est ça qui va donner le pronostic d'instabilité et d'aggravation. Et derrière, sur la réduction, pour donner des éléments de réponse aux commentaires qu'on a fait tout à l'heure, il y a des études qui ont montré que ce qui comptait dans le spondylolisthésis de l'enfant à haut grade, c'était pas de réduire le glissement, c'est de réduire la syphose lombosacrée, parce que c'est ça qui va redonner finalement un alignement sagittal satisfaisant. Le glissement, finalement, on s'en fout. Le glissement, là où c'est important de le réduire, c'est pour avoir un contact intercorporéal suffisant pour avoir une bonne fusion circonférentielle. Voilà, donc l'alignement sagittal, on en a parlé tout à l'heure. Alors pourquoi ? Alors, est-ce qu'il faut les opérer ? Réponse oui, dans quasiment tous les cas, puisqu'ils sont souvent très symptomatiques. Et le devenir des hauts grades non opérés, ça va être l'apparition de symptômes radiculaires s'ils n'en ont pas déjà, la majoration des douleurs et une morbidité chirurgicale qui est potentiellement augmentée à l'âge adulte. Les principes, c'est d'économiser le plus de niveaux possible. On est d'accord que faire un L2 sacrum, ça n'a pas les mêmes conséquences que de faire un L5S1 ou même L4 bassin. De décomprimer les racines de façon directe ou indirecte. La réduction, en particulier de la syphose, elle donne beaucoup de contraintes au niveau du matériel, donc il faut avoir un montage qui est solide. Il faut réduire donc la déformation angulaire surtout, pas tellement le glissement. Et après, les questions qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'on fait juste une arthrodèse postérieure, est-ce qu'on fait une arthrodèse seulement antérieure ou circonférentielle ? Globalement, je pense qu'il y a beaucoup de débats sur le traitement chirurgical du spondylo, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans les hauts grades, il faut une arthrodèse circonférentielle. Alors, de façon un peu historique, je ne sais pas s'il y a des centres qui le font encore, je crois que oui. Vous savez, en pédiatrie, on aime bien les traitements orthopédiques, que ce soit pour le rachis ou pour les membres. Et il avait été décrit cette technique de réduction progressive par AMAC qui permet de relordoser la charnière lombosacrée et d'obtenir des réductions qui ne sont pas si mauvaises. Et c'était suivi historiquement par des plâtres ou des hémipenties, et ce qui permettait d'obtenir une fusion quasi spontanée au niveau de la lysismique. On peut aussi, après ce type de réduction, faire une arthrodèse chirurgicale. Ensuite, dans les traitements chirurgicaux purs, on a décrit à Marseille l'arthrodèse circonférentielle par voie postérieure in situ. Alors, ce n'est pas réellement in situ parce qu'on essaye quand même de réduire un peu la déformation angulaire. Je ne débattrai pas de cette technique ici. J'en ai pas assez d'expérience personnellement. On peut choisir de réduire la déformation, très souvent par abord postérieur, en faisant une laminectomie de L5. Alors, comme le disait Baptiste tout à l'heure, c'est souvent difficile d'aller visser L5 dans les spondylolisthésis de haut grade, puisque le pédicule est très profond et très incliné vers le bas. Donc, c'est difficile de faire la visée. Donc, on est souvent obligé de sauter le pédicule et de passer directement à L4. Et ce qui est certain, c'est que même si on le fait que par voie postérieure, il faut aller réséquer le disque L5S1, le dôme sacré, c'est ce qui va permettre de faire la réduction et greffer à cet endroit. Il faut avoir une instrumentation qui est solide. Alors, c'est un peu plus tard qu'on en parle. Juste de façon assez intéressante, l'équipe bordelaise avait décrit cette technique de spondylectomie de L5. Donc en fait, ce n'est pas une spondylectomie totale, c'est une résection des 2/3 inférieurs de L5 combinée à une résection du dôme sacré qui va permettre de remettre le rachis au-dessus du sacrum. L'intérêt principal de cette technique, c'est qu'en fait, en réséquant L5, on va diminuer la longueur du rachis et donc diminuer le risque d'étirement radiculaire. Puisqu'il faut savoir que dans les spondylolisthésis de haut grade, la complication majeure que tout le monde redoute, c'est les complications neurologiques qui ont été décrites jusqu'à plus de 10%, voire même plus, je pense, dans certaines séries. C'est le problème majeur. Et
en 96, il y a cet article qui est assez peu souvent cité, mais qui est quand même assez intéressant, qui montre que dans les spondylolisthésis de haut grade, on a en fait un raccourcissement des racines, en fait, qui, enfin, forcément, hein, elles 5 par vers l'avant, donc les racines sont un peu plus courtes. Et en fait, finalement, ce qui va provoquer le déficit neurologique post-opératoire, c'est l'étirement radiculaire de L5. Donc c'est pour ça que la technique décrite par Ibrahim Obed, elle est relativement intéressante, puisqu'elle est censée diminuer ce risque-là par un raccourcissement de la colonne antérieure. Dans les autres complications, on a les faillites mécaniques. Donc là encore, ça montre que c'est particulièrement important, vu les contraintes qu'il y a, d'avoir des montages solides. Il ne faut pas hésiter à monter jusqu'à L4. Et en bas, ne pas hésiter à mettre des vis S2AI ou iliaque pour avoir une fixation solide au pelvis, enfin au sacrum et au pelvis. Donc la littérature, elle est très abondante sur le spondylolisthésis. Il y a en particulier cet article-là qui est très intéressant. Alors, j'étais dans le train quand j'ai fait la diapo, j'étais encore assez proche de Marseille, donc c'est pour ça que j'ai mis 25 000 cas. En fait, il n'y a pas 25 000 cas, il y en a 600. Maintenant que je suis à Paris, je vois mieux. C'est le côté marseillais qu'on exagère un peu. Enfin, quoi qu'il en soit, ce qui était intéressant, c'est une revue de morbidité de la SRS, et il montrait que voilà, le taux de complications neurologiques, il était au total de 10% dans les spondylolisthésis, mais qui montait jusqu'à 14% quand on... qui montait jusqu'à... Le taux de complications neurologiques montait jusqu'à 10% chez les malades qui avaient une réduction, alors qu'il n'était que de 2% quand on ne faisait pas de réduction. Donc c'est vraiment un des points majeurs, à mon avis, à prendre en compte, sachant que le monitoring à cet endroit-là, il est assez peu fiable, puisqu'on sait que le monitoring, quand il s'agit de monitorer la moelle, ça marche plutôt bien. Quand il s'agit de monitorer les racines, c'est un peu moins fiable. Le problème de ne pas faire de réduction, c'est qu'on diminue le contact intercorporéal et qu'on risque plus la pseudarthrose. Donc, il a été décrit qu'il fallait que le contact soit de plus de 50%. Et puis, bien entendu, le problème de ne pas faire de réduction, c'est qu'on n'améliore pas l'alignement sagittal et que sur le long terme, ça peut poser problème. Je vais accélérer un peu. Donc, l'arthrodèse, elle doit être circonférentielle. Il y avait que même cet article, enfin toujours le même article qui dit que voilà, il faut une fixation solide quand on réduit un spondylolisthésis de haut grade. Il faut des vis S1 bicortécales et des vis iliaques ou S2AI. Donc c'est important d'avoir une bonne fixation à la fois proximale et distale. Donc c'est une pathologie qui est en conclusion, c'est une pathologie qui est fréquente, le spondylolisthésis d'une façon générale chez l'enfant. Attention, il est asymptomatique dans 80% des cas, donc il faut bien, avant de proposer un traitement dans les bas grades, être sûr de l'imputabilité des symptômes. Deux formes à opposer, le bas grade, moins de 50% de glissement, traitement fonctionnel et chirurgie, si et seulement si les symptômes durent plus d'1 an. Le haut grade, traitement chirurgical, attention aux complications neurologiques, bien en être conscient, bien informer les patients et leurs parents. Et attention, c'est une chirurgie qui est très exigeante techniquement, sur laquelle il ne faut pas espérer faire des miracles. Enfin, en tout cas, il faut essayer d'avoir le meilleur résultat possible, mais être bien attentif à ça. Voilà, et juste un organigramme à la fin. Bas grade, ce que je vous dis tout à l'heure, asymptomatique, rien du tout. Symptomatique, immobilisation ou fonctionnelle, chirurgie, c'est plus d'1 an. Et haut grade, chirurgie. Merci. Merci Sébastien pour cette présentation. Je réponds à ta question. Jusqu'à la fermeture de Saint-Vincent-de-Paul avec Jean Dubousset, c'était hamac. Le temps qu'on réduise la syphose lombosacrée, chirurgie antérieure en prenant le tibia en été, chirurgie postérieure, arthrodèse postérolatérale, hémi-bermuda pour 6 mois, pas de matériel, jusqu'à ce que Zeller trahisse un peu et commence à mettre du matériel. Alors je sais pas toi, tu avais quitté Saint-Vincent-de-Paul toi? Je fais un petit commentaire, 2 commentaires si je puis. Premièrement, les formes à bas grade, ça arrive chez les enfants que ça passe à haut grade. Donc je pense que c'est important d'avoir le message que si vous découvrez un spondylolisthésis, même s'il n'a pas tous les critères de sévérité, le dôme, ça peut s'aggraver, il faut les surveiller, parce que j'ai beaucoup de dossiers où on voit le grand grade qui vient du petit grade. Ça peut arriver. Et la deuxième chose, je réponds qu'on continue de faire, ayant vu les chiffres des complications neurologiques, on continue de faire comme ça avec quelques améliorations. En particulier, on est moins sévère pour la réduction parce que vous dites qu'il y a une syphose lombosacrée et souvent il y a
il y a une lordose du disque adjacent. Comme on prend les deux disques, assez souvent, l'équilibre global, moyennant une petite lordose sous-jacente, n'est pas considérablement mauvais. D'ailleurs, ils vivent bien, comme ça. Et il y a des cas où ils vivent toute leur vie, y compris jusqu'à la consolidation spontanée du spondylolisthésis de Hougrad. Donc il faut se souvenir de ça quand on prend la décision. Et je crois que c'est pas complètement à mettre de côté. Il y a quelques services où on continue de faire comme ça, y compris le nôtre. Ils sont souvent très symptomatiques quand même, les patients qui ont des spondylolisthésis de haut grade. Ils sont symptomatiques, tu as raison. Il faut les opérer pour ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les opérer. La seule chose que je dis, c'est pas la lordose qui leur donne. Ils ont des déséquilibres. Oui, non, ils ont un alignement compensé. Ils ont un alignement très particulier, souvent, où ils n'ont pas tous de flessum des genoux. Ils peuvent avoir le bassin un peu vertical. Ils ont la syphose lombosacrée du premier disque L5 et 5, puis ensuite ça rattrape. Ils ont une lordose qui est longue, c'est vrai, et c'est pas toujours très joli, mais il faut se souvenir qu'il y a très peu de complications de cette technique. Voilà. Alors c'était très beau ce qu'on a vu. Cette réduction magnifique qu'a fait Thibaut, je le félicite, parce que je ne sais pas faire ça. Mais il faut savoir que les chiffres des complications neurologiques ne sont pas négligeables. Et ce n'est pas uniquement L5. Moi, j'ai vu plusieurs résultats avec des complications sphinctériennes définitives qui sont de loin les plus graves, les plus embêtantes. Moi, j'avais fait une revue des patients de Necker là, quand j'étais chez Christophe Glorion. Et effectivement, ils avaient un nombre de complications neurologiques L5 et sphinctériennes qui n'était pas négligeable. La différence près que chez l'adulte, qu'on fait aujourd'hui avec une réduction par l'avant, je crois qu'on réduit, on réouvre le foramen, on réouvre le canal. Alors que ce qu'il faisait, ce qu'il je pense continuer à faire, c'est une réduction, à minima avec une vertèbre qui reste très en avant, donc avec une sténose foraminale importante. Moi, je me l'explique comme ça. J'ai pas tellement de. Mais en théorie, en théorie, hein, tu es censé quand même faire une laminectomie et ouvrir le foramen quand tu fais la voie postérieure. Ouais, mais je pense que peut-être que c'est pas le cas. Encore une fois, chez l'adulte, avec ces techniques-là, on rencontre pas les problèmes qu'on avait, parce que voilà, l'historique en fait des voies antérieures chez l'adulte qu'on a apporté à Beaujon il y a 15 ans maintenant, là, c'est on avait trop de pseudarthrose avec les télifs et on avait trop de paralysie L5. On faisait comme on faisait chez les enfants, une ostéosynthèse postérieure avec une réduction comme on pouvait, et ensuite on faisait une greffe antérieure, alors transdiscale 4-5 avec des grandes cages qui allaient se planter dans le sacrum, et on avait un taux de complications neurologiques L5 qui n'était pas nul, comme chez les mômes. Et du moment où on est passé à réduire par devant, à donner une lordose L5, S5 à peu près correct et à rehausser les foramen, on a pu rencontrer ce problème de foramen, de paralysie L5. Voilà, et c'est vrai que dans les deux topos précédents, ce qui est étonnant, c'est que on n'en a quasiment pas parlé, des complications neurologiques. Avant, c'est pareil, voilà, nous on a la même expérience. Nous, systématiquement, les suites opératoires d'un spondylo, grade 2, grade 3 qu'on opérait par derrière, c'était coussin sous les genoux pour détendre les sciatiques, parce que, il y avait quasiment 30% de parésie ou de paralysie, mais il y avait 80% de douleurs neuropathiques. Et ça, c'est vrai qu'on l'a presque oublié, quoi. On en a rarement, mais c'est vraiment, mais on n'a pas de déficit. Je pense vraiment que c'est moins dangereux de les réduire par devant que de tirer par derrière. Parce que souvent, on me dit, pourquoi tu prends pas des vis de réduction, de spondylo, tout ça. C'est pas une histoire de matériel, de truc. Je crois que c'est beaucoup moins dangereux, en tout cas pour les nerfs. Merci messieurs, merci Sébastien pour cet éclairage pédiatrique.